avec cette question cruciale. Qui est le maître des horloges ? C'est l'ordre du monde. C'est parti pour ce nouvel épisode de l'Ordre du Monde. Je suis seule cette fois-ci, oui, parce que mon binôme géopolitique, Mathieu Jolivet, profite de quelques jours de repos, mais vous allez voir que je suis très très bien accompagnée cette fois-ci aussi, parce que je suis accompagnée par Adel Bakawan. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Adel. Je vous en prie. Adel est un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient. Vous le connaissez peut-être, vous entendez sa voix si vous nous écoutez en matinale. Il vient souvent nous voir à 7h20. Adel, vous êtes directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa et vous avez d'ailleurs publié un livre sur tous ces sujets il y a un an. Il est sorti chez Talendier. Alors c'est sorti il y a un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais ça reste toujours d'actualité pour comprendre un peu tous les sous-titres, tout ce qui s'est passé avant du côté historique. Ça s'appelle « La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait l'histoire » et c'est donc chez Talendier. Donc Adel, vous avez aujourd'hui une tâche assez compliquée, c'est celle de nous aider avec toutes ces questions de temps. Qui est le maître des horloges aujourd'hui en Iran ? On va commencer, Adel, si vous voulez bien, par Hormuz, donc ce détroit que l'Iran a bloqué au début de la guerre. Les États-Unis imposent un contre-blocage. On sait, on l'a beaucoup dit, que par le détroit d'Hormuz transite à peu près 20% du pétrole mondial. Là, à l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre, on est sur un scénario plutôt de blocage long. C'est en tout cas ce que Donald Trump laisse entendre. Ça pose énormément de questions et surtout, combien de temps encore peut tenir vraiment un blocage du détroit d'Hormuz ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de me retrouver dans cette émission très intéressante. Et je pense c'est la première fois depuis 63 jours, désormais on entre dans 63e journée de cette guerre. C'est la première fois qu'on me pose cette question ou qu'on aborde cette guerre. C'est vrai, lorsqu'on dit Donald Trump n'avait pas de stratégie, il avait depuis toujours une stratégie. Il a encore cette stratégie et il aura demain aussi cette stratégie, à savoir faire plier les gardiens de la révolution islamique à la table de négociation, mais rapidement, parce qu'il n'avait pas de temps. Qui a le temps ? Donald Trump ou les Iraniens ? Ce qui a changé depuis 62 jours, c'est que Donald Trump a intériorisé le paradigme du temps. Il a parfaitement compris que lui, il était très très pressé, et c'était ça. Et donc, il a changé le paradigme. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les Iraniens imposent leur blocus sur le détroit d'Hormuz, les gardiens, les pasdaran, pensaient qu'il avait une bombe économique pour bloquer l'économie mondiale. Et c'est un peu ce qui s'est passé au début. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Seulement, au moment où Donald Trump décide d'arrêter les bombardements, les moyens militaires, pour passer aux moyens économiques en imposant un blocus au blocus iranien, là, c'est la totalité vraiment des pasdaran qui se trouvent en panique totale, pour une raison très simple. La raison, c'est que 90% de l'économie iranienne, c'est du pétrole. Et 90% du pétrole passe par le détroit d'Hormuz. En bloquant le détroit d'Hormuz, Donald Trump met en difficulté structurelle, pour ne pas dire existentielle, toute l'économie iranienne. Et lorsqu'un pays, son économie est en crise structurelle, c'est que le militaire ne fonctionne pas correctement, le diplomatique ne fonctionne pas correctement, on ne peut plus payer les fonctionnaires, on ne peut plus payer les institutions, c'est tout le pays qui est bloqué. Alors donc, le paradigme a changé. 2, Donald Trump nous dit désormais qu'il n'est absolument pas pressé. Il prend son temps. Et donc, tout revient à votre problématique. Oui, qui a le temps. Mais les informations de presse, c'est Kepler notamment qui nous dit que l'Iran désormais a moins de 2 semaines de capacité de stockage. L'Iran ne sait plus où mettre son pétrole parce que les Iraniens ne veulent pas arrêter la production de pétrole pour l'instant. Et en même temps, vous le disiez bien, ils ne peuvent plus exporter par Hormuz. Ils arrivent à exporter une toute petite partie par voie terrestre, mais ça ne suffit pas. Donc, en combien de temps cette problématique du pétrole peut vraiment les faire plier ? Alors, on parle de semaines, on parle de mois ? Voilà, on a des analyses très très variées. Entre le minimum 15 jours, le maximum 2 mois. Alors donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le minimum dans 15 jours, les Iraniens
ne trouveront plus un endroit pour stocker leur pétrole. Le pétrole est en production permanente parce que lorsque vous ne produisez pas dans un champ, à un moment donné, ce champ ne sera plus exploitable. Oui, donc c'était simplement et recommencer juste après. Exactement. Et la semaine dernière, il y a un cadre dirigeant, un ami proche, moi je ne savais absolument pas, parce que je ne suis pas spécialiste de domaine, qu'un baril de pétrole égale un baril d'eau potable, purifiée au moins. Et lorsque vous récupérez pas ce baril de pétrole rapidement, eh ben ça se mélange avec le baril d'eau. Et après, ce n'est plus exploitable. Oui. Alors donc, les Iraniens, déjà, se trouvent dans cette exigence technique. Et ensuite, le pétrole produit, il faut absolument le stocker. Et on sait très bien que 80 à 90 à 95%. Et ce blocus américain, Donald Trump pense qu'il a trouvé le bon paradigme, la bonne option. Et petit à petit, il s'élargit, même pour arriver à les autres voisins. Les autres voisins. L'Iran a beaucoup de voisins. La Turquie, Azerbaïdjan, Pakistan, Afghanistan, Irak, etc., etc. Et donc, oui, là, les Iraniens se trouvent devant une vraie problématique. Qu'est-ce qu'on fait de notre pétrole qui compose 90% de notre économie? Alors, revenir à la table de négociation, oui, mais revenir à la table de négociation, pourquoi faire? Pour être plié par Donald Trump? Ça, idéologiquement, les gardiens ne peuvent pas accepter. Donc aujourd'hui, les gardiens, ils sont devant un dilemme. L'idéologie ou l'économie? Est-ce qu'on sacrifie le pays au nom d'une idéologie ou on va négocier avec Donald Trump pour sauver le pays au nom de l'économie? Dilemme qu'ils vont devoir résoudre donc d'ici 2 mois, avant de terminer la place disponible pour stocker le pétrole. Adel, on a beaucoup parlé du régime iranien, on a beaucoup parlé de ce régime qui était à genoux. Le premier jour de la guerre, on a entendu beaucoup de médias dire que ça y est, le régime des mollahs était absolument décapité. On voit que 2 mois après, finalement, ça tient. Ce n'est peut-être pas solide, c'est sûrement fragilisé, mais en tout cas, le régime tient. Et on dit aussi qu'il y a eu un changement dans ce régime, qu'il ne faut plus dire le régime des mollahs, il faudrait plutôt dire le régime des pasdarans, puisque ce n'est plus un régime religieux, en tout cas, les religions n'ont plus vraiment le pouvoir, c'est plutôt l'armée, les gardiens de la révolution, la partie militaire, qui a pris le dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Écoutez, déjà, depuis 79, c'est-à-dire l'année où la révolution islamique de Khomeini s'est mise en place et l'instauration de la République islamique, il n'y a jamais eu un seul centre de pouvoir. Il y a plusieurs centres de pouvoir. Il y a plusieurs pôles de pouvoir. Il y a des catégories... je ne dis pas radicalement opposés, mais antagonistes au moins depuis toujours. Autrement dit, vous n'êtes pas dans le contexte d'un régime comme celui de Saddam Hussein. Vous décapitez Saddam Hussein, le régime tombe. Ou celui de Kadhafi en Libye. Ou même celui de Bachar al-Assad en Syrie. Bachar al-Assad, le soir où il a pris son avion à destination Moscou, le lendemain, c'est fini. La Syrie de Bachar al-Assad, c'est fini. Or, ici, vous décapitez le guide suprême. Il y a au moins 7 personnes, c'est un ministère des Affaires étrangères d'un pays très très important qui me disait, voisin d'Iran, me disait, les Iraniens ont préparé pour chaque personnalité, en partant de guide jusqu'à responsable du Conseil suprême de la sécurité, 7 alternatives. Par ailleurs, ça fait partie aussi de leur idéologie, puisque c'est une idéologie qui est en général vouée aux martyrs. Absolument, absolument. Et donc, vous avez un régime totalement décentralisé. Au moins, aujourd'hui, vous avez plusieurs pôles de pouvoir. Vous avez un pôle dirigé par les radicaux, parmi les plus radicaux, à savoir Wahidi en français. Wahidi, c'est un général des Pasdaran qui a fait la guerre des années 80 contre le régime de Saddam Hussein, qui est très très proche de Mujtaba, Mujtaba, le nouveau guide suprême. On n'a pas encore, voilà. On se parle, on l'a pas encore aperçu. Et aujourd'hui, Wahidi a pris la main sur les autres pôles.
Mais il n'est pas seul. Le deuxième pôle, c'est le pôle de ce qu'on appelle les nationalistes modérés. Les nationalistes modérés, représentés par Zarif, aujourd'hui par Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, qui sont plutôt pour l'iranité, pour le nationalisme iranien, pour l'économie, pour la réintégration de la République au sein de la communauté internationale. Entre les deux pôles, désormais, vous avez un nouveau pôle, dirigé par Ghalibaf. Ghalibaf, le président du Parlement iranien, qui est un ancien général des Pasdaran et non pas de l'armée, ami proche de Vahidi, ami proche de Mujtaba, le nouveau guide, qui a un doctorat en géopolitique, très intéressant, et qui est un businessman, un homme d'affaires. Oui. Et donc, entre ces trois-là, ces trois pôles, vous avez le guide suprême. Historiquement, la mission du guide, c'est être l'arbitre entre tous les groupes. Seulement aujourd'hui, le guide, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Pour des raisons, bien évidemment, à la fois sécuritaires, on comprend qu'il est en danger total. Et ensuite, il a été lourdement blessé pendant l'attaque du premier jour. Où il a perdu sa mère, sa femme, ses enfants, son père, etc. Et donc même qu'il est défiguré aujourd'hui, il est dans le coma. Mais en réalité, nous n'avons aucune information. Il est dans le coma, il est défiguré, il est à peine blessé, comme les Pasdaran nous disent. En tout cas, Abbas Araghchi a demandé au médiateur pakistanais pour dire prendre sa validation par rapport à la nouvelle proposition qu'on doit vous présenter. Et les Américains, ils ont accepté cela. C'est pourquoi Donald Trump dit toujours le guide n'est pas accessible. Donc pour répondre à votre question, le contexte de ce régime est différent du contexte du régime, par exemple, de Maduro. Vous prenez Maduro, vous pouvez dire je change le régime. Là, le régime, certes, a changé, mais comment ? Le régime a changé parce qu'on est entré dans le contexte de la guerre. Et dans le contexte de la guerre, ce sont les militaires qui prennent, n'est-ce pas, le pouvoir par rapport aux autres pôles. En restant toujours sur le militaire iranien, on a vu des informations de presse qui disent que l'arsenal de missiles est en train d'être restauré. L'arsenal de missiles iranien est en train d'être reconstruit. Ce sont des sources israéliennes citées par I-24. En gros, les Iraniens sont en train de ressortir petit à petit leurs armes. C'est un peu ce que Donald Trump craignait quand il a signé ce cessez-le-feu. C'est qu'en réalité, cette trêve soit utile aux Iraniens. Est-ce qu'on peut lire là, Adel, à votre avis, qu'il se prépare à aller à nouveau au combat ? C'est une question très importante. Écoutez, parmi les Pasdaran, l'initiative ne venait pas de nous, mais plutôt de Donald Trump. Lorsque la guerre a été déclarée, c'était toujours Donald Trump. Lorsqu'on est retourné à Islamabad, c'est Donald Trump. Etc. En disant que depuis toujours, ce sont les Américains qui prennent l'initiative. Et ils nous disent, c'est Pasdaran, on est entré dans une nouvelle phase de cette conflictualité dans laquelle nous devons prendre l'initiative de guerre, nous. Pour plusieurs raisons. La première raison, pour ne pas subir, bien sûr. La deuxième raison, c'est que nous avons gagné la guerre. Nous avons la main sur cette guerre. Nous sommes plus forts en termes de rapport de force. Il ne faut pas laisser l'OTAN aux Américains pour renforcer leur infrastructure militaire pour nous attaquer. Pendant qu'ils sont fragiles, il faut qu'on attaque nous-mêmes. 2. 3. Les Américains, ou ils disent les Occidentaux, doivent comprendre que face à eux, il y a une vraie puissance régionale capable de prendre l'initiative. Et c'est maintenant ou jamais. Et donc, pour répondre à votre question, oui, ils ont renforcé leur stock balistique, leur stock, il ne faut pas oublier, de drones. Et leur point fort, vous savez, c'est quoi ? C'est qu'ils n'importent pas les drones et les missiles balistiques de l'extérieur, de la Russie ou de la Chine. Ils le fabriquent eux-mêmes. C'est une vraie force industrielle. Absolument. Autrement dit, des usines enfoncées sous terre, des centaines de mètres là où jusqu'à aujourd'hui les Américains n'ont pas 60% sont protégés. Et parce que ces usines sont protégées, ils peuvent bien évidemment fabriquer. Et même, je m'arrête là,
il faut lire ce qu'ils disent, hein, les médias des Pasdaran. Je ne dis pas les médias de la République islamique, mais les médias proches des Pasdaran, notamment l'agence Fars et l'agence Tasnim. Ils disent qu'il y a une nouvelle génération de missiles balistiques intelligents que nous n'avons pas encore utilisés. Et que les Américains, les Golfiens, les Israéliens doivent se préparer pour cette nouvelle génération. Justement, vous parlez des Golfiens, c'est la prochaine question que j'ai envie de vous poser. Il y a une question qui se pose sur les alliances régionales des États-Unis parce que les monarchies du Golfe, en réalité, ont été prises pour cible dans cette guerre par l'Iran qui a frappé des bases militaires, des infrastructures énergétiques. Et c'est vrai que les États-Unis n'ont pas vraiment su les protéger alors que ces monarchies du Golfe sont les alliés, en théorie, des États-Unis. Au contraire, avec la politique un peu erratique de Donald Trump en ce moment, le risque, c'est un peu de se retrouver avec des États-Unis qui se retirent, avec un Donald Trump qui dit « c'est bon, j'ai gagné sur tel et tel point, ma guerre est terminée », et qui laisse un Iran affaibli, mais pas tout à fait détruit, et donc qui a une forte envie de prendre sa revanche. Pendant combien de temps vous pensez que les monarchies du Golfe peuvent encore supporter ce type de politique de la part des États-Unis? Combien de temps avant qu'ils ne se fâchent finalement? C'est un vrai choc, un grand choc pour les Golfiens. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis des dizaines d'années, ils fabriquent, ils forgent un modèle, n'est-ce pas? Un modèle que j'appelle bien évidemment l'autoritarisme basé sur 3 piliers. Sécurité, stabilité, développement économique. Oui. Aujourd'hui, ces 3 piliers de leur régime, de leur modèle, misent totalement en danger. La sécurité. Bien sûr, les 3 sont mis à mal au même moment. Exact, au même moment. La sécurité n'est plus au rendez-vous. Pourquoi? Parce que les États-Unis, avec qui ils avaient des accords de défense. Une injustice, évidemment, de la part des pays du Golfe. Une injustice par rapport aux Iraniens, on y revient. Déjà par rapport aux Américains, oui, il y a une méfiance qui s'installe parmi toutes les sociétés golfiennes par rapport aux États-Unis. C'est pourquoi, lorsque je discute avec les Golfiens à un niveau très intéressant, j'ai l'impression qu'ils sont dans un nouveau paradigme de sécurité. Et en termes économiques, c'est tout leur modèle qui tombe, qui est menacé, n'est-ce pas? Dubaï, Jeddah, Riyad, Doha, Manama, etc. C'était des modèles économiques, n'est-ce pas? Qui n'allait pas en Arabie Saoudite pour signer des contrats? Occidentaux, évidemment, voilà. Oui. Avec Vision 2030. Mais là, ils voient que ce modèle, malgré toutes ses forces, reste structurellement très fragile. Et ensuite, ça c'est par rapport aux Américains. Donc il est fort probable que les Golfiens, tout en gardant les Américains comme alliés stratégiques, s'orientent vers d'autres alliances. Par exemple, le public islamique, comme vous l'avez dit, il pense que c'est injuste.